Alors, est-ce qu'un lieu peut avoir une philosophie? C'est une question un peu étrange, non? Eh bien, c'est la question que pose Jean Grenier, qui était le mentor du célèbre Albert Camus, dans son livre magnifique, un livre de réflexion qui s'appelle Les Grèves. C'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors attention, ici on n'est pas dans un roman avec une grosse intrigue, des personnages, tout ça, non. C'est plutôt un voyage méditatif. On se promène dans la mémoire, dans les paysages et au fond, dans la nature même de qui on est. Puis tout ce voyage-là, ça commence avec une question vraiment fondamentale. Donc, un lieu peut-il avoir une philosophie? Pour Jean Grenier, la réponse est oui, absolument. Et cette réponse, il la trouve où? Dans les souvenirs de sa maison d'enfance, en Bretagne. Il nous dit qu'un lieu peut, en effet, avoir sa propre philosophie. Et pour lui, tout ça commence avec un contraste tout simple. Alors, on entre dans le vif du sujet, les deux grèves. Le livre commence avec ça, une comparaison entre deux rivages. Ce qui est fascinant, c'est qu'ils sont vraiment proches l'un de l'autre géographiquement parlant, mais ils représentent deux mondes complètement à part. D'un côté, on a le Val-Barré. Imaginez, c'est ensoleillé, c'est chaud, le moindre rayon du soleil vient tout illuminer. Et de l'autre, juste à côté, on a les Calvaires. Là, c'est complètement l'inverse. C'est froid, c'est orienté plein nord, il fait frisquer même en plein été. C'est vraiment ce contraste-là, entre le chaud et le froid, la lumière et l'ombre, qui lance le thème principal du livre, qui est de voir comment, au fond, notre perspective change complètement notre expérience du monde. On passe maintenant au mythe de l'originalité. Parce que quand il était jeune, Grenier, lui, il trouvait cette comparaison-là entre les deux grèves un peu plate. Vous savez, c'était banal, c'était son quotidien. Lui, il voulait des pensées brillantes et profondes. Il était impatient, comme bien des jeunes. Mais c'est justement cette impatience qui va le mener à une réflexion super importante sur ce que c'est la vraie créativité. Et c'est là qu'il a compris quelque chose de fondamental. La vraie originalité, ça ne sort pas de nulle part. On n'invente pas à partir de rien. Et pour nous faire comprendre ça, il utilise une métaphore vraiment puissante, celle de Venise. Il dit « Les habitations bigarrées de Venise s'élèvent sur la vase de la lagune ». Ce que ça veut dire, c'est que tout comme la magnifique ville de Venise est construite sur de la boue, sur la vase, eh bien, la vraie originalité, elle, doit être bâtie sur quelque chose de commun, sur les expériences que tout le monde partage dans la société. Elle ne peut pas exister dans le vide, comme ça, toute seule. C'est quelque chose qui doit être gagné, qui doit être conquis. Bon, on continue notre exploration avec une marche dans la mémoire. Ici, le livre nous amène littéralement en promenade avec l'auteur. On parle de sa ville d'enfance et on se dirige vers la mer. Mais ce n'est pas juste une marche physique, là. C'est un prétexte pour explorer une autre grande idée. Et cette idée, c'est que posséder n'est pas jouir. Il a appris ça très jeune. Pourquoi? Parce que sa famille était propriétaire d'un grand hôtel, un hôtel battu par les vents, mais il ne pouvait jamais y rester. C'était à eux, mais ils n'en profitaient pas. Ça, c'est une leçon qui l'a marqué très tôt. Être propriétaire de quelque chose, ce n'est pas la même affaire que d'en jouir, d'en faire l'expérience. Alors, ce voyage vers la mer, il se fait en plusieurs étapes. On commence sur le plateau de la ville, puis on descend vers le port de pêche. Ensuite, on passe devant le fameux hôtel du phare, on continue sur l'Acheté et on termine au Vivier à homards. Chacun de ces lieux, ce n'est pas juste un point sur une carte, c'est un déclencheur de souvenirs et de réflexion. Le premier arrêt, c'est le port de pêche. Il se souvient de ce port tout tranquille, avec les barques qui sont comme couchées sur le côté sur la grève, à marée basse. Il dit qu'elles ont l'air de devoir dormir 6 heures sur 12 en attendant que l'eau remonte. C'est une image tellement paisible. Ensuite, on arrive devant l'hôtel du phare. Pour l'enfant qu'il était, cet hôtel, c'était le comble du luxe. C'était l'idée un peu folle de ne pas vivre chez soi. Ça représentait un autre monde, une vie qui n'avait absolument rien à voir avec la sienne. Un monde de rêve, inaccessible. Et la promenade nous amène aussi à des merveilles plus simples, vues à travers des yeux d'enfants. Comme le Vivier. C'est quoi? C'est juste un grand bassin en béton, rempli d'eau de mer avec des homards dedans. Mais pour le petit garçon qu'il était, ça, c'était le summum de l'ingéniosité. Un vrai chef-d'œuvre de technologie. Toute cette marche à travers les souvenirs, elle nous mène finalement quelque part, au clou du spectacle, si on veut. Un paysage immense à couper le souffle. La Grande Grève. Il faut essayer de s'imaginer ça. C'est une baie où, à marée basse, la mer se retire incroyablement loin. Ça crée une étendue immense, si vaste que c'est difficile de la mesurer juste avec les yeux. On peut marcher sur la boue, qui est devenue dure et sèche, et on voit encore les motifs laissés par les vagues. On a l'impression d'être un explorateur complètement seul au monde. Et c'est là qu'il décrit un sentiment vraiment particulier, un paradoxe. Il se demande
Comment de ce double froid peut-il naître un plaisir? Parce qu'il y a une peur, la peur de cet immense espace vide, et la peur de la marée qui va revenir, une force de la nature impossible à arrêter. Mais en même temps, il y a un plaisir intense. Ceux qui parlent du sublime, dit-il, doivent savoir pourquoi. Et la réponse, c'est le bonheur dans l'inutilité. C'est un peu étrange dit comme ça, mais dans ce paysage géant, coincé entre le ciel et la mer qui se reflètent l'un l'autre, l'auteur se sent heureusement superflu. Il réalise qu'il est tout petit, insignifiant face à cette immensité, et au lieu que ce soit angoissant, il trouve là-dedans un bonheur profond. Le bonheur de ne servir à rien, de juste être là. Tout ça nous amène tranquillement à la fin du livre et à sa plus belle métaphore, celle des hiéroglyphes du passé. C'est ça qui vient boucler la boucle. La question c'est, comment est-ce qu'on fait pour garder en nous ces yeux, ces sentiments, ces souvenirs? La réponse de Grenier, c'est que le passé n'est jamais vraiment perdu. Il dit qu'avec le temps, il est réduit à une très mince plaque. Imaginez une image qui devient transparente, comme un hiéroglyphe. On peut lire à travers pour voir son sens le plus pur, le plus essentiel. La mémoire, c'est comme si elle distillait nos souvenirs. Ils perdent leur poids, leur substance, mais ce qui reste, c'est beaucoup plus clair. Donc, le point crucial, c'est ça. La mémoire, c'est un processus de soustraction qui, au final, ajoute de la clarté. Le temps ne vient pas effacer le passé, pas du tout. Il le transforme, il le simplifie pour qu'on puisse en comprendre l'essence, le message le plus profond. Finalement, tout ce voyage que Grenier nous fait faire sur les grèves de son enfance, c'est une invitation. Une invitation à se demander quels sont les paysages qui nous ont façonnés, quels sont les lieux qui contiennent les vérités importantes de nos propres vies. Quels sont les hiéroglyphes de notre propre passé?